Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal dédié au spectacle, aux arts, au lifestyle, qu'il se passe ici ou là-bas. Dans ce nouveau numéro 2015, nous vous emmenons à Saint-Jean-d'Acre suivre un très vieux chaman mexicain. Ce personnage étonnant boit du peyote. Il est venu en Israël apporter son mysticisme, ses visions et pourquoi pas la paix. Au sommaire également des images dérangeantes, celles de nos poubelles après les agapes, les fêtes et cette période de surconsommation. Eh bien, que reste-t-il à jeter? Un photographe américain a fait des images saisissantes de gens lovés dans leurs poubelles. Et puis nous irons à Turin voir une exposition qui monte, une exposition de vidéo art avec le tandem Masbedo. Voilà pour le sommaire. Merci de suivre nos programmes sur i24 News. Avec l'équipe du Culture Mag, nous allons vous amener encore plus loin cette année. Et d'ailleurs, nous allons partir tout de suite à Saint-Jean-d'Acre. Cette jolie petite ville d'Israël rassemble à la fois beaucoup de touristes, une minorité de chrétiens, une petite minorité de juifs et une large majorité de musulmans. C'est dans ce contexte pour le moins chargé déjà qu'un chaman mexicain y est venu avec sa drogue, ses visions, ses plumes et son peyote apportait la paix chez les soufis. C'est complexe, mais Daniel Campos, Nassib Safadi avec Sandy Fortis y était. Vieux, sage et mystérieux, Don Andrés Jiménez Valenzuela est un chaman qui puise ses racines des traditions huichol. Son entourage pense qu'il a déjà 100 ans. Pour lui, le chamanisme est un mode de vie, c'est quelque chose de naturel à la vie, vivre en harmonie avec la nature. Don Andrés est en Israël pour les bénédictions de la nouvelle année et pour assister à un rassemblement soufi, un allumage de bougies de Hanouka multiculturel et multireligieux avec des soufis juifs et musulmans. L'événement a été organisé au centre soufi Yashrouti à Saint-Jean-d'Acre, un lieu fondé par Ali Nour Al-Din, un jeune cheikh soufi qui a quitté la Tunisie dans les années 1840 et qui a établi un nouvel ordre soufi dans cette ville du nord d'Israël. Depuis de nombreuses années, des membres de différentes religions se réunissent ici pour prier, méditer et échanger des idées constructives. Don Andrés leur apporte une approche similaire, bien que très différente à la fois, mais par-delà les différences culturelles et une certaine forme de folklore mystique, très vite une interrogation s'impose. Comment la tradition huichol peut-elle contribuer à la spiritualité de cette région très perturbée? Les chamans utilisent un produit hallucinogène appelé peyote ou cerf bleu, un puissant psychotrope extrait d'un cactus sans épines. En Israël, chez les soufis juifs et musulmans, pas besoin de drogue, on plane grâce au nectar de la vie. Personnellement, en tant que soufie juive, on n'utilise pas le peyote. Je ne sais même pas comment on le prononce. Le peyote permet de déclencher des états de profonde introspection, ultra-lucidité, vision, perspicacité, hallucination, presque divinatoire, autant de transformations psychiques fortes, métaphysiques, qui touchent au spirituel. Le peyote a fait ses preuves dans la culture pop moderne. L'un des consommateurs les plus célèbres de la contre-culture des années 60 et 70 fut sans contexte l'écrivain Carlos Castaneda. On se souvient aussi des expériences sous peyote du fameux Hunter Thompson et de son gonzo journalisme, ces enquêtes sous psychotropes qui ont inspiré toute la Beat Generation. Au cinéma, c'est entre autres dans le film The Doors d'Oliver Stone qu'on y voit une expérience sous peyote. La scène avec Jim Morrison sous Trip reste mémorable. Et plus récemment, dans la comédie Crystal Fairy, le jeune acteur Michael Cera a montré comment certains cherchent à le consommer juste pour le fun. C'est d'ailleurs cette approche immature et purement jouissive qui dérange les plus expérimentés. Si vous le prenez juste pour le trip, comme la plupart des jeunes d'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Parce que quand vous grimpez à une échelle, vous devez savoir comment en redescendre. Si vous ne le savez pas, eh bien, vous ne le contrôlez pas. À Saint-Jean-d'Acre, Don Andrés a effectué un rituel de nettoyage très attendu par ses adeptes. S'en sont suivis des bénédictions et de la musique en son honneur.
Dans les jours à venir, le vieux sage mexicain et ses adeptes vont se diriger vers les hauteurs du Golan où ils apporteront des offrandes aux créateurs. Au programme également, un rituel peyote sous la direction du chaman, durant lequel ils chercheront une guidance spirituelle personnelle et demanderont la paix dans le monde. On leur souhaite de réussir. À suivre, un documentaire sur le rock à Sderot, Rock in Red Zone. Et puis, vous verrez aussi des images dérangeantes et édifiantes de gens qui ont vécu 7 jours dans les poubelles. Mais en attendant, on va partir tout de suite à Turin, voir de l'art contemporain. C'est le highlight de David Gomba et c'est presque de l'alexandrin. Masbedo, le duo italien d'artistes contemporains le plus en vue du moment. Après avoir participé aux rendez-vous d'art incontournables que sont l'Art Basel ou la Biennale de Venise et avoir collaboré avec Welbeck et Juliette Binoche notamment, ce binôme composé de Niccolò Massazza et Giacomo Bedoni présente Todes Riebe. Ce projet présente 9 vidéos art, toutes centrées autour du thème de manque de communication. La scénographie est conçue pour immerger les visiteurs dans une réflexion sur les relations entre l'art et le théâtre, la littérature et le cinéma. Une grande expo qui coïncide aussi avec la sortie de The Lac, leur premier long métrage présenté cet été à Venise. Un film très arty sur l'absence, comme son nom l'indique. Retrouvez l'œuvre de Masbedo à la Fondazione Merz de Turin, mais dépêchez-vous, c'est jusqu'au 11 janvier. Que reste-t-il des fêtes, des bons moments bien sûr, mais aussi du papier, des emballages, bref, des ordures. Un artiste américain a voulu photographier ses amis dans leurs poubelles et ils ont dit oui, démonstration par Sandy Fortis. Avec la nouvelle année viennent généralement les bonnes résolutions. Mieux respecter notre environnement en fait souvent partie. C'est ce que Greg Segal essaye de faire avec une série de Photoshop. Des clichés montrant ses amis et voisins entourés des déchets qu'ils ont accumulés en à peine une semaine. Le problème reste abstrait, très général. Il n'est pas à l'échelle de l'individu. Donc je personnalise le problème en demandant aux individus et aux familles de mieux réfléchir à ce qu'ils font, en leur proposant de regarder leurs ordures de plus près. Comme toutes ces séries photos, celle-ci raconte une histoire, mais elle cherche surtout à interpeller le public. Objectif, informer les Américains sur leur mode de consommation en les confrontant à la réalité. En moyenne, un Américain produit 2 kilos de déchets par jour, alors qu'en Europe, c'est 1 kilo. Donc nous produisons 2 fois plus de déchets. Ce n'est pas la première fois que Greg Segal cherche à sensibiliser la population à la question de l'environnement. Dans Nightscape, le photographe américain tente de mettre au jour la pollution de l'air de Los Angeles. Détritus est quant à lui un rappel vibrant de notre abus volontaire de la planète et de ses ressources. Greg Segal n'est toutefois pas dupe du faible impact de ces initiatives. C'est peut-être une goutte d'eau dans un océan, mais une goutte en plus ne fera jamais de mal. Une goutte d'eau qui a déjà fait son effet. Qu'est-ce que ça fait ? Quels dégâts cela engendre ? Quand vous avez l'occasion de vraiment voir vos déchets, vous dites « waouh !» Là, tu t'arrêtes et tu te dis que tu pourrais sûrement faire différemment. Vous aussi, ça vous fait réfléchir. 2015 vient à peine de commencer. Il est encore temps de se mettre à penser à notre environnement. On va rester dans la région et se focaliser maintenant sur le sud d'Israël avec notre invitée Laura Bialis. Bonjour, merci beaucoup d'être là, Laura Bialis. Alors vous êtes réalisatrice et vous venez de tourner un documentaire à Sderot, la ville la plus au sud d'Israël. Un documentaire qui est à la fois un conte amoureux. Pour votre vie personnelle, vous êtes tombée amoureuse d'un des sujets de votre documentaire et pour le grand public, eh bien, on y voit dans ce documentaire que Sderot, cette petite ville israélienne, comporte le plus grand nombre au mètre carré de groupes de rock et de musique. Donc merci beaucoup. C'est titré Rock in the Red Zone. Comment, Laura Bialis, avez-vous fait ce constat de ce nombre de groupes au kilomètre carré à Sderot? Yes, I think it was amazing to see
Tout à fait, c'était incroyable de voir tous ces jeunes qui utilisaient la musique comme thérapie pour leurs sentiments, leur colère. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un groupe de musiciens qui jouaient dans un abri antimissile sous la terre. Ils travaillaient sur un projet appelé The Hope Project, le projet de l'espoir. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis tous leurs sentiments, leur colère, leurs sentiments d'abandon, et ils les mettaient dans leurs chansons. Et j'ai pensé que ce serait quelque chose de génial à filmer. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que j'ai filmées quand je suis arrivée là-bas. Alors, il faut expliquer, Laura Bialis, donc, que votre documentaire s'est étalé sur 7 ans, je crois. On le voit là dans les images. Vous parlez de ce groupe. Il y avait également un autre moment très touchant dans votre documentaire, ce qu'on a appelé le Sderot, c'est-à-dire que certains tournent à leur avantage, de façon presque pas décalée ni humoristique, mais enfin bon, voilà, ils en font leur quotidien. Ils tournent les abris antimissiles et en font des salles de répétition insonorisées. La première fois que je suis allée à Sderot pour tourner, j'y suis restée quelques semaines. En juillet 2007. Puis j'ai dû rentrer à Los Angeles pour finir mon autre film, Refusnik. Puis j'ai voulu revenir, j'avais l'impression de ne pas avoir fini mon histoire. Je voulais suivre les personnages, je voulais être là si quelque chose arrivait, je voulais voir ce qui allait arriver. Donc quand je suis revenue, j'ai décidé que je devais y vivre pendant quelques mois pour vraiment comprendre la vie là-bas, pour ressentir ce qu'ils ressentaient, savoir ce que c'est de vivre constamment sous ce genre d'attaque. Donc je m'y suis installée et finalement je suis restée près de 2 ans à tourner et je suis devenue résidente de Sderot. And then I ended up becoming a resident of Sderot in the meantime. Comment ça se passe, une Américaine, allez, on va dire bourgeoise, qui a fait ses études à Los Angeles? Comment se passe le gap subitement à cette petite ville du Sud dont on parle souvent et voilà, qui est à la fois pleine d'énergie, pleine de vie, mais enfin qui est exposée en permanence aux missiles? Yeah, it was really like. J'étais un peu comme une extraterrestre venant de Mars qui atterrit dans cette petite ville du sud d'Israël, à la frontière du désert du Negev. Vous savez, je venais de cette ville cosmopolite et me voilà à Sderot où il y a 2 stands de falafel et une pizzeria. C'était un mode de vie différent, mais j'ai tout de suite senti une sorte d'accueil chaleureux de la part des habitants de la ville. Tout d'abord, ils voulaient qu'on raconte leur histoire, puis j'ai vraiment trouvé des gens incroyables et je me suis rapidement sentie chez moi. Je vous propose, Laura Bialis, qu'on écoute, parce qu'on se pose souvent la question, est-ce que Sderot est abandonnée ou au contraire, est-ce qu'elle est soutenue? Vous qui avez vécu et qui vivez là-bas, vous allez nous dire ça. Juste après, je propose qu'on écoute un court extrait d'une chanson de Avi Vaknin qui a été jouée à Tel Aviv pour supporter justement la ville de Sderot. Et après, vous nous expliquerez. Après, on écoute d'abord. Voilà, la chanson est titrée We Want Break, on veut du répit, c'est de Avi Vaknin. Alors vous qui vivez à Sderot, voilà, est-ce que la ville est abandonnée, pas abandonnée, supportée, comment c'est là-bas? La première fois que je suis arrivée à Sderot, la ville avait vraiment l'air abandonnée. La population avait le sentiment de vivre dans une ville sans pays. Mais au fur et à mesure, on voit... Certains jours, j'ai pu filmer 10 000 personnes venant des 4 coins du pays pour montrer leur soutien. Donc même si pendant des mois, il y a ce sentiment d'abandon, tout d'un coup, un moment pareil change tout.
Des Israéliens de partout venus soutenir la ville, faire leurs courses à Sderot pour booster l'économie, remonter le moral des gens. C'était un moment très émouvant pour moi. Le fait d'en faire partie, c'était un peu comme un grand 8 émotionnel. It was a little bit like a roller coaster, emotional roller coaster. C'est parce que vous êtes amoureuse. That's true also. But I wasn't just Ça aussi, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas seulement d'amour envers une personne. Je pense que pendant ce projet, je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. Très bien. Eh bien, écoutez, on souhaite longue vie à ce documentaire Rock in the Red Zone. Merci beaucoup, Laura Bialis. Thank you so much. Merci. Thank you. Voilà, c'était une interview qui a été enregistrée avant ce journal avec Laura Bialis. C'est la fin du Culture Mag. Merci beaucoup de votre attention. Je propose pour cette année de télécharger l'application i24 News sur votre iPad ou votre iPhone. Et comme ça, vous pourrez nous voir en streaming et en live. Voilà, juste après, c'est l'info qui continue. Merci, à demain.